Quand on est arbitre, on dirige une rencontre. On dirige, c'est pas pour donner des ordres, non, on dirige pour que ça se passe bien. Et en fait, quand on a ce sifflet, en fait, on se rend compte qu'on est responsable de la bonne direction de la rencontre. Bienvenue sur Tout un sport. Record du monde, Michael Phelps qui est en train d'écrire l'histoire. Vous l'avez fait les garçons. Vous êtes des géants. C'est la dernière mêlée. Allez, on touche. La libération est là. L'équipe de France est championne du monde. Et l'équipe de France championne olympique. Tommy Ryder. Oui, champion. Bienvenue sur Tout un sport, le podcast qui parle de tous les sports et de tout ce qui tourne autour du sport. Tout un sport, c'est un épisode sport chaque vendredi matin sur votre plateforme d'écoute préférée. Avant de démarrer l'épisode, je voudrais remercier SSM Academy, notre partenaire sur ce podcast. Il propose des formations pour accompagner les sportifs et sportifs de haut niveau à développer leur image. Pour en savoir plus, rendez-vous sur les notes du podcast. N'hésitez pas à partager cet épisode et à vous abonner sur nos réseaux sociaux, Instagram et Facebook, pour vivre le sport chaque jour. Allez, place à l'épisode, bonne écoute à vous. Eh bien aujourd'hui, je suis avec Tristan et aujourd'hui on va parler d'arbitrage. Bonjour Tristan. Eh bien, bonjour Frédéric. Et Tristan, je me permets pas de prononcer ton nom parce que je sais que c'est pas bien d'écorcher les noms de famille, donc je te laisse prononcer ton nom. Donc, je suis Tristan de Guéguerre Maharaoui. Ok, très bien, parce que j'avoue ne pas aimer écorcher les noms, puisque moi j'ai un nom qui est un prénom et des fois on m'appelle par mon nom et ça fait bizarre, donc voilà, la même chose dans l'autre sens. Tristan, je t'ai reçu parce que, en tout cas je t'ai contacté et tu es sur le podcast parce que tu as eu la chance de pouvoir répondre à des questions dans le magazine Management en parlant d'arbitrage et tu es aussi cofondateur de ton entreprise et donc chef d'entreprise et je trouvais le lien entre les deux super intéressant. Moi, je l'ai vécu à titre personnel, donc c'était pour moi très logique de te mettre en lumière dans le podcast Tout un sport. Mais avant de parler de ce parcours et de parler de ce que tu fais en arbitrage de haut niveau en basket, je vais commencer par le classique portrait chinois. Si je te dis un lieu, quel est le premier mot qui te vient à l'esprit ? Je réfléchis pas mal, mais je pense que le premier lieu qui me vient en tête, c'est mon salon avec mon épouse et ma fille. Ok, très bien. Je peux comprendre. Je peux comprendre. J'imagine qu'en plus, c'est pas le lieu où tu passes peut-être le plus de temps avec les déplacements, l'entreprise et autres. Ça doit être plutôt rare, on va dire. Exactement, c'est pour ça que je choisis ce lieu. C'est un peu. Enfin, j'ai dit mon salon, mais en fait, ça pourrait être partout ailleurs finalement. Mais Mhm. un temps que je peux passer en famille et pendant lequel je vais pouvoir me ressourcer finalement et penser à rien d'autre que bah, qu'à notre bien-être en tant que famille, quoi. Ouais, je comprends, je comprends. Si je te parle d'un plaisir gourmand, il serait plutôt sucré, il serait plutôt salé? Alors là, c'est vraiment la question qui tue parce que je suis vraiment un gros gourmand. Et du coup, je vais quand même choisir un plaisir salé, même si je suis vraiment très sucré et tous mes proches le savent. Mais si je devais n'en choisir qu'un, je, c'est un peu étrange, hein, j'ai presque honte de le dire. Mais ce serait l'aligot. D'accord, Donc, ok. une Alors spécialité avéronaise voilà. qui est à base de pommes de terre, de purée, quoi, de pommes de terre écrasées et de fromage, de tomme, pour être tout à fait précis. Donc, ça fait une espèce de purée de pommes de terre très élastique. Et c'est juste, enfin, voilà. Je le dis souvent, si je ne devais me nourrir plus que d'un seul plat jusqu'à la fin de mes jours, ben, ce serait de l'aligot. Donc voilà pourquoi je choisis ça. Mais voilà, j'aime énormément de choses et je suis un grand gourmand, mais il fallait faire un choix. Ok. Et tu as des racines en Auvergne ou c'est juste le plat qui te... Alors, aucune racine en Auvergne, pas du tout. D'accord. Mais c'est vraiment, enfin, j'ai découvert ça assez jeune. Je crois que je devais avoir 9 ans et je crois que ça a été vraiment une illumination ce plat pour moi. Donc voilà, je suis obligé de lui rendre hommage à ce plat. Voilà. D'accord, je comprends. Je comprends. Et ça se sent dans tes mots. Il y a comme quelque chose, comme une passion. Et justement, on va passer à la passion. Si je te parle d'une passion et ou d'un passe-temps, qu'est-ce que tu me dirais?
C'est pas une question facile parce que j'ai un emploi du temps qui est très chargé et finalement, tu m'aurais posé cette question-là quand j'étais encore adolescent, bah, je t'aurais répondu sans hésitation le basket, puisque Mhm. c'était vraiment ce qui occupait la plupart de mon temps après l'école, enfin, en tout cas en dehors de mon temps scolaire. Et ça a toujours été ma passion depuis très très jeune. J'ai été dans le basket depuis l'âge de 5 ans. Donc je t'aurais répondu ça, mais c'est vrai que le basket est devenu finalement, au fil du temps, à travers l'arbitrage, une seconde activité professionnelle. Donc c'est difficile de la mettre dans la case passe-temps ou passion, Mhm. même si ça reste une passion. Enfin, le basket reste une passion pour moi et ça c'est indéniable. Mais je dirais une pratique que j'ai découvert il y a quelques années maintenant, qui reste une pratique sportive, beaucoup dans le sport, c'est le CrossFit. Ok. Voilà, c'est une discipline de fitness qui s'est bien développée ces 10 dernières années et avec laquelle j'ai développé une certaine un certain attachement, on va dire. Ok, et puis il y a de l'intensité cardiaque, on va dire, donc ça permet, je suppose, aussi de te garder en forme pour les matchs de basket. Oui, voilà, en fait, c'est ça, c'est un tout. Ça fait ma préparation physique, mais ça fait aussi beaucoup par rapport à mon équilibre physique et mental de manière générale, parce que en fait, on reviendra après sur mon parcours dans le sport, dans le basket, etc. Mais c'est vrai que j'ai ce besoin de me dépenser j'ai ce besoin d'intensité. En fait, c'est exactement le terme que tu as employé, qui est très juste. Et ce besoin d'intensité que j'ai perdu suite à la fin du basket en compétition, bah, je l'ai retrouvé dans le CrossFit en fait. Donc ça a permis de remplacer un petit peu ce besoin de me dépenser, de me dépasser que j'avais en étant joueur et que j'ai un peu moins, même plus du tout en tant qu'arbitre. Ouais, ok. Ouais, et effectivement, on l'expliquera un petit peu dans le détail pour les différentes personnes qui connaissent un peu moins le basket et l'arbitrage du basket. Dernière question du portrait chinois. Si je te parle d'une ou deux certaines personnes qui comptent, qui ont compté, qui t'ont inspiré, ça peut même être des personnalités, de qui tu me parlerais? Alors, il y a beaucoup de personnes qui sont autour de moi ou des personnes célèbres ou qui ont excellé dans les domaines dans lesquels j'évolue actuellement, qui peuvent être des sources d'inspiration. Mais j'ai toujours du mal personnellement à m'identifier directement à une personne en particulier. Mais si je devais trouver en tout cas autour de moi une figure qui m'inspire beaucoup et qui m'accompagne en fait même dans mon quotidien et dans mon développement. Je parlerai de mon grand-père Mhm. et j'ajouterai même à mon grand-père ma grand-mère parce qu'ils ont toujours été ensemble en fait. Et maintenant qu'ils sont partis, je les ai toujours en fait avec moi dans mon cœur dans tous les moments de ma vie en fait qui m'accompagnent, que ce soit professionnellement ou dans ma vie de famille, etc. Et donc voilà, s'il y avait vraiment des personnes voilà, qui sont toujours dans ma tête, dans mon esprit quand je vis, ben, je choisirais ces deux personnes-là. Bravo, c'est un très bel hommage. Merci, merci pour ce moment-là et pour ce portrait chinois. Maintenant, je vais, avant de démarrer, te poser trois questions qui sont en lien avec le sport, puisqu'on est sur le podcast Tout un sport et c'est bien de s'inspirer de ce que les gens pensent et vivent du sport. Ma première question, ce serait si je devais te demander de me citer un souvenir, alors pas le plus marquant, mais un souvenir qui t'a marqué en tant que spectateur, un souvenir de sport. Donc pour moi, c'est très clair en fait ce moment de sport en tant que spectateur. J'ai eu la chance il y a une dizaine d'années, donc c'était en même un peu plus puisque c'était en 2010. Au mois de mai, c'est tenu à Paris-Bercy le Final Four de l'Euroleague, donc la plus grande compétition européenne de basket. Et j'ai eu l'opportunité d'y participer d'une certaine manière en tant que bénévole. Bon, en soi, c'est rien d'exceptionnel, mais ça m'a permis d'assister à toutes les rencontres du Final Four, donc les deux demi-finales, puis la petite finale et enfin la finale, au bord du terrain.
Donc en fait, j'ai eu Wow. cette chance en fait de voir le top niveau européen au plus près et même dans les coulisses, puisque après j'avais accès donc au vestiaire, enfin, à tous ces espaces, donc j'ai pu côtoyer un petit peu les joueurs. Alors de loin, hein, j'ai pas forcément évolué avec eux, mais en tout cas le fait d'être comme ça là au bord du terrain, de ressentir l'intensité du jeu, d'être presque avec eux, en fait, c'était assez exceptionnel et je regarde encore aujourd'hui un souvenir vraiment ancré, quoi. Excellent, excellent. Et effectivement, quand on connaît le basket, l'Euroleague en Europe, c'est ce qu'il y a de mieux. Et même certains diraient que si on est des puristes du basket, c'est même ce qu'il y a de mieux dans le monde, puisque certains disent que la NBA, c'est un peu plus américanisé. Et donc, voilà, ça se défend, ça se débat. Et donc, on n'est pas là pour faire le débat, mais je comprends très bien en tant que passionné moi-même. Si je te demande en autre question, un souvenir de sport, mais cette fois en tant qu'acteur, quel serait ce souvenir? Et ça peut être un souvenir que tu as eu à 6 ans qui a forgé ton parcours dans le basket, mais ça peut être aussi un souvenir intense que tu as eu. C'est pas facile comme question parce que bah, des moments de sport en tant qu'acteur, j'en ai vécu énormément, que ce soit en tant que joueur Mhm. ou en tant qu'arbitre. Et en fait, on vit tellement de matchs et de moments que c'est toujours difficile comme ça d'en extraire un seul. C'est assez étrange, mais j'ai toujours en souvenir un match qui s'est passé quand j'avais 13 ans, 13 ou 14 ans, enfin quand j'étais voici U13, donc 14 ans, 13 ans, Ouais. pardon. Mhm. Et c'est un match exceptionnel qui s'est passé où je regarde un super souvenir, une performance géniale, on gagne le match et tout. Enfin bon, bref, euh, voilà. Mais à la limite, c'est pas de ce moment-là que j'aimerais parler parce que ça ne veut rien dire. Enfin, c'est juste un match quand j'étais jeune et que Ouais, c'était génial. ok. Donc, mais c'est assez étrange parce que j'ai toujours en souvenir ce match-là, alors qu'il y en a eu plein d'autres autour. Mais ce match-là me ressort vraiment. Euh, Et tu sais, parce que moi je trouve que c'est intéressant et on peut s'arrêter quelques instants dessus. Il y a, pour toi, il y a des images, il y a peut-être un moment de communion, il y a un panier que tu as marqué qui a fait que. Enfin, qu'est-ce qui fait se souvenir? Parce que c'est vrai que je m'attarde pas souvent sur cette question, mais là, ce que tu me dis, moi, ça m'interpelle et c'est intéressant. Bah, en fait, oui, c'est assez étrange, hein, mais moi, ça m'étonne en fait Mm. d'être autant en lien avec ce souvenir, parce que encore une fois, c'est pas, enfin, ça n'a rien d'exceptionnel, quoi. Une rencontre de U13, alors en championnat régional, Mhm. donc bon, c'est pas mal, hein, c'était plutôt un bon niveau. On jouait contre une équipe qui était aussi en haut du tableau comme nous. Enfin, je veux dire, c'était un match qui comptait en tout cas dans notre championnat à ce moment-là. Et en fait, je m'en souviens parce que c'est un match finalement où le coach était absent parce qu'il était malade. On avait deux joueurs majeurs de l'équipe qui étaient absents. Moi, je faisais partie de ces joueurs majeurs, mais en fait, on était trois. En fait, l'équipe tournait un peu autour de nous trois et j'en avais deux, enfin un qui était absent et l'autre qui était malade, donc qui n'a pas vraiment beaucoup joué sur le match. Et en fait, voilà, en fait, tout laissait penser quoi que qu'on allait perdre quoi. Et Ouais. en fait, je sors un match exceptionnel. Je crois que je me rappelle même presque du score. Enfin, c'est complètement exceptionnel de se rappeler de ça. Enfin, non, mais c'est dingue, hein, ouais, J'adore. mais je crois qu'on Ouais. gagne 69-65 et sur les 69 points, j'en marque 35. Et du Waouh. coup, et j'étais Ouais. partout. Et en fait, c'est un de mes meilleurs souvenirs en tant que joueur dans l'impact que j'ai pu avoir sur l'équipe et sur la victoire, en fait. Et je la ressens encore aujourd'hui, quoi. C'est pour je parle de ce match-là D'accord. en particulier, alors que j'ai vécu des finales, j'ai gagné des finales, et voilà, j'ai eu plein d'autres matchs qui étaient super, dont je me souviens aussi, mais je ne sais pas pourquoi cette rencontre-là en particulier me marque en tant que joueur. Et je pense que en fait, je sais pourquoi je m'en souviens. C'est parce que c'est ce qui a un petit peu défini aussi. Enfin, c'est peut-être le match qui résume le mieux en fait l'identité que j'avais en tant que joueur et que j'ai gardé jusqu'à ce que j'arrête de jouer finalement. Mais une personnalité assez. En fait, je suis un joueur hargneux avec beaucoup de rage de vaincre. En fait, j'ai jamais été un joueur avec beaucoup de talent technique, etc.
Mais en fait, j'étais très fort parce que je lâchais rien, quoi. Et je pense Ok. que ce match-là est l'exemple le plus brillant de ma carrière en termes de rage de vaincre, je pense, finalement. Donc voilà pourquoi je me rappelle de ce match-là en tant que joueur. Après, il y a un autre exemple en tant qu'arbitre, parce que arbitrage et joueur, c'est vraiment très différent. Enfin, on n'a pas du tout le même rapport au jeu et donc voilà. Mais je me souviendrai, je pense, très longtemps d'un match que j'ai arbitré en fait dans le cadre. Donc, j'ai pas encore arbitre de haut niveau. C'est en fait la finale du tournoi international de Cholet, la mondiale de Ouais. Cholet, qui a lieu donc une fois par an. Et en fait, c'est un tournoi par lequel beaucoup d'arbitres passent, enfin, beaucoup d'arbitres de haut niveau, et puis beaucoup d'arbitres aimeraient y passer aussi, ceux qui sont pas encore arbitres de haut niveau, parce que c'est un petit peu un moment clé, en fait, un moment charnière pour passer justement pour être sélectionné vers le haut niveau. Donc, c'est des arbitres du championnat de France qui passent à ce moment-là, et en fait, ils sont présélectionnés avec tout un, enfin, il y a tout un cursus de formation et de présélection. Et quand on arrive sur ce stage-là, bah, c'est un peu le stage qu'il faut réussir pour avoir sa wild card ensuite pour le haut niveau, quoi. Et passer en N1, la nationale 1, qui est le premier, la plus basse division de l'arbitrage de haut niveau. Et en fait, je me rappellerai toujours de ce match-là parce que c'était la deuxième fois que je faisais ce tournoi. J'avais, pour mon premier tournoi, complètement raté et je savais pas si un jour j'aurais la chance de revenir. Et en fait, bah voilà, j'ai travaillé, je suis revenu et ce stage, en fait, bah, j'ai terminé premier et j'ai fait la finale en tant que premier arbitre. Et en fait, je me souviendrai toujours de ce match, de cette finale, parce que il y avait une sensation très étrange dans mon corps de contrôle. J'avais une forme de contrôle de tout ce qui se passait sur le terrain, dans mon corps, partout et une sensation de presque comme si j'étais intouchable en fait. Ok. Et en fait, quand j'ai ressenti ça, c'est ce jour-là où je me suis dit, alors ça a été un match exceptionnel aussi avec qui s'est terminé à un point. C'était deux équipes italiennes. En plus, il y avait le côté les deux équipes étaient italiennes. Enfin, bref, tout était rassemblé pour avoir un super moment basket. Euh, mais en fait, cette sensation que j'ai eue de contrôle de la rencontre, de tout ce qui se passait, d'être intouchable, d'être vraiment au-dessus de la rencontre en fait en termes de perception et de gestion tout simplement. Eh bien, c'est une sensation que j'essaye de retrouver depuis sur toutes mes rencontres. C'est-à-dire que ça a été en fait un élément déclencheur de ma volonté d'exceller et de performer dans mon arbitrage, et notamment dans mon arbitrage de haut niveau. Et donc, je Ok. garde vraiment ce moment-là comme un moment de référence par rapport aux sensations que j'ai eues, parce que bon, je suis quand même bien meilleur arbitre aujourd'hui que je ne l'étais à cette époque-là, et encore Mhm. heureux puisque ça fait maintenant plusieurs années, donc j'ai eu quand même l'occasion de travailler et de progresser. Mais cette sensation-là, quand j'arrive à en retrouver ne serait-ce un petit bout, parce que c'est aussi lié à l'intensité du tournoi qui est assez particulière, etc., et qui se termine à ce moment-là, mais quand j'en retrouve un petit peu quand j'arbitre, je sais que je suis sur la bonne voie, quoi. Un guide, en fait, par rapport à ma performance, en fait. Voilà. Ok, ok. Euh, Dernière question avant de te laisser nous partager ton parcours. D'un point de vue familial et entourage, tu as autour de toi des frères, des sœurs, des parents qui sont aussi arbitres, joueurs de basket. Comment ça s'est un peu construit ton entourage familial? Est-ce que tu as eu des sources d'inspiration? Parce que certains pensent que pour devenir joueur de haut niveau, pour devenir arbitre de haut niveau, pour intervenir dans le sport de haut niveau, il faut avoir soit des contacts, soit avoir eu des sources d'inspiration, et des fois, c'est pas du tout le cas. Donc, est-ce que tu peux juste nous parler de ça avant d'enchaîner sur ton parcours? Alors moi, j'ai pas d'avis tranché sur cette question, mais en tout cas, Mhm. s'il y avait que ces deux catégories-là, moi, j'appartiendrais plutôt à la seconde, puisque j'ai personne, en fait, moi, dans le sport autour de moi, ni dans le basket, ni ailleurs dans le sport. En fait, je suis même peut-être un peu l'exception de ma famille en termes de sport. Enfin, en fait, je me suis accroché très jeune au basket que j'ai découvert, bon, euh, comme je pense beaucoup de jeunes découvrent n'importe quel sport. En fait, on est allé au forum des associations de notre ville.
avec ma mère. Et puis elle m'a dit, bah tiens, ça te dirait pas le basket? Et puis voilà quoi. J'ai essayé le basket à 5 ans et voilà. Et j'en suis jamais sorti. Euh, donc euh, donc en fait c'est moi qui me suis accroché à une pratique et puis qui, voilà, ça fonctionnait plutôt bien pour moi. Quand j'étais jeune, j'étais plutôt parmi les meilleurs de mon équipe. Et puis après, j'ai fait partie de la sélection départementale. Enfin, voilà, il y avait plein de choses qui faisaient que ça me donnait envie de continuer. J'avais fait d'autres sports en parallèle, mais c'était vraiment le basket qui m'animait le plus. Je saurais vraiment pas dire pourquoi, parce qu'encore une fois, j'ai pas, enfin, j'avais pas forcément d'exemple direct, en tout cas. Après, j'ai beaucoup regardé, une fois que je faisais du basket, j'ai beaucoup regardé le basket à la télé. J'ai grandi à une époque où on avait encore le basket sur Antenne 2. C'est devenu Effectivement. France 2 après, et voilà, et c'était génial. Enfin, voilà, moi, je me rappelle de tous ces joueurs du championnat français, que j'adore, dont j'adorais citer, le nom, que j'adorais mimer, à l'entraînement ou quoi. Enfin, voilà, c'était assez, enfin voilà, ça a été une vraie passion qui s'est développée très jeune. Et puis après, bah, en fait, finalement, cet attachement au sport s'est consolidé dans ma vie d'adolescent, puis de jeune adulte. Et en fait, ça a été même une source pour moi d'équilibre, en fait. C'est-à-dire que je me suis rendu compte que quand je faisais pas de sport, bah, ça allait pas bien dans ma vie. Et quand j'en faisais, ça allait mieux. Donc, euh, D'accord. donc en fait, c'est vraiment ça qui s'est passé pour moi. En fait, j'ai eu je ne sais pas vraiment comment, mais j'ai eu un attachement pour la pratique sportive et spécialement pour le basket dans un premier temps. Et voilà, mais c'est pas quelque chose de familial. Je suis un peu un extraterrestre en fait dans ma famille par rapport à ça. Euh, voilà. Après, encore une fois, j'ai pas d'avis par rapport au fait que est-ce qu'on peut devenir arbitre de haut niveau, sportif de haut niveau quand on a personne dans sa famille. Si, c'est possible, mais je suis convaincu que si on a quelqu'un dans sa famille qui est sportif de haut niveau ou arbitre de haut niveau, c'est plus facile pour le devenir parce qu'on a quelqu'un pour nous guider, nous expliquer Bien sûr. comment ça va se passer, quelles sont les prochaines étapes. Il y a peut-être du réseau aussi pour nous mettre en contact avec les bonnes personnes. Donc, je suis sûr que ça a un impact, mais je ne crois pas que ce soit le seul prérequis pour y parvenir. Il n'y a pas de raison, il n'y a pas de raison. On peut y arriver en étant passionné et en mettant le travail qu'il faut pour y parvenir. Bien sûr. Donc, bah, maintenant, on va basculer sur, on a parlé, pas mal de ton arrivée dans le basket, de ton amour du basket et on va peut-être, basculer sur ton parcours, en tant qu'arbitre. Qu'est-ce qui t'a fait, arriver à l'arbitrage? Et puis comment tout doucement, tu as gravi les échelons pour arriver, aujourd'hui à être un arbitre de haut niveau? Et puis on parlera aussi parce que moi j'en parle beaucoup dans ce podcast puisque j'ai beaucoup de sportifs de haut niveau qui malheureusement ne peuvent pas vivre de leur sport, donc bah, ils jonglent entre études et sport de haut niveau. Et là, toi, tu as jonglé entre études et arbitre de haut niveau. Et puis ensuite, on développera un petit peu ce qu'apporte l'arbitrage, ce que demande l'arbitrage, mais ce qu'apporte aussi l'arbitrage dans le monde de l'entreprise, puisque à côté de l'arbitrage, tu travailles. Donc voilà, l'idée c'est de nous parler un petit peu, bah, là pour démarrer, comment t'en es arrivé à l'arbitrage, qu'est-ce qui t'a attiré et à partir de quel âge tu as commencé? Je pense que je suis pas le seul à être rentré dans l'arbitrage de cette manière-là. Mais donc moi j'étais vraiment un joueur passionné. Il y avait que le basket pour moi, comme je te l'expliquais un peu plus tôt, en dehors de Mhm. l'école, quoi. Et le souci, c'est que cette passion se transformait souvent en en réaction assez nerveuse sur le terrain quand j'avais un sentiment d'injustice et notamment envers les arbitres. J'avais beaucoup de comportements de contestation et enfin, j'ai été assez virulent en fait envers les arbitres et j'étais souvent sanctionné de fautes techniques. Donc bon, Mm. la faute technique, pour expliquer un petit peu ce que c'est une sanction qu'un arbitre peut donner à un joueur, notamment, pas seulement, mais notamment pour des problèmes de comportement. Il peut d'ailleurs sanctionner les coachs aussi. Donc en fait, quand on a un peu un Bien mauvais sûr. comportement, qu'on a mal parlé, qu'on a été irrespectueux ou quoi, on peut être sanctionné d'une faute technique. Et le fait est que quand on prend plusieurs fautes techniques, enfin, deux en l'occurrence, on est exclu du terrain et que si on en prend encore plus, on peut être suspendu par la commission de discipline de la fédération. Donc, Mm. on va dire que c'est des sanctions de comportement.
Et pour le faire gros, en tout cas, quand j'étais jeune, c'était vraiment pour ça que j'étais sanctionné, en tout cas. Et c'est très jeune, hein, quand j'avais déjà 12-13 ans, c'était le cas. Et en fait, à 14-15 ans, le directeur technique de mon club, en fait, il m'a pris, moi, mais pas que moi, je crois qu'on était 2 ou 3 dans le cas. Il a dit, bon, Tristan, je sais plus qui et je sais plus qui, vous prenez trop de fautes techniques les week-ends, c'est n'importe quoi. Parce qu'il faut savoir que quand on prend des fautes techniques, le club aussi paye des petites amendes, hein. Oui. Voilà. Donc, il dit, c'est n'importe quoi. Vous allez apprendre à être arbitre là, et comme ça, vous la ramènerez moins sur le terrain. Et voilà. Et donc, du coup, Excellent. j'ai fini en stage d'arbitrage départemental à cette époque-là pour apprendre ce que c'était que l'arbitrage, pour en fait finalement c'était finalement plus c'était plus pédagogique au début qu'autre chose. Et c'est comme ça que bah, j'ai découvert en tout cas la pratique de l'arbitrage au tout début. OK et ce qui est assez drôle, je vais faire une toute petite parenthèse, mais j'ai l'impression que dans la famille des arbitres, il y a quand même pas mal de gens qui aiment pas cette injustice, qui sont assez râleurs. Moi-même, j'ai été arbitre et je peux dire que je suis un vrai râleur, et mon plus grand, qui est aujourd'hui arbitre, c'est un sacré râleur aussi. Alors pas au point de se prendre des fautes techniques, etc., comme tu l'expliques, mais d'être vraiment beaucoup dans la contestation. Et je pense qu'effectivement, la démarche de la personne de ton club, elle a été très intelligente, parce qu'une fois qu'on se retrouve de l'autre côté, ça diminue quand même l'approche. Donc, je vais te laisser continuer, mais c'était pour faire un petit éclairage par rapport à cette population d'arbitres qui ne sont pas tous des râleurs à la base, mais je me dis qu'il y en a quand même un petit lot quand même. Il faut avoir une base de bons petits caractères pour arbitrer, je pense, et bien s'en sortir. Et donc, une fois que tu te retrouves à ce stage d'arbitrage, tu as 15 ans, tu dois arbitrer, et souvent on oublie de le dire, hein, mais on arbitre des enfants d'un âge plus bas, mais on se retrouve avec des coachs adultes aussi, et il faut réussir à gérer ça. Donc toi, tu te retrouves à arbitrer. Quand tu te retrouves à arbitrer, qu'est-ce que tu te dis? Tu te dis dans ta tête, c'est plutôt pas mal et j'ai envie de continuer, ou tu te dis, bon, je vais faire ça pour leur faire plaisir, et puis après, je continuerai à jouer, c'est là que je veux rester. Bah, en fait, ce que je me dis, c'est plusieurs choses. C'est que, bah, d'une part, c'était intéressant de se retrouver dans cette position d'arbitre que je ne connaissais pas. Mais effectivement, il y a ce caractère qu'il faut, parce il faut avoir du caractère pour être arbitre. Il faut savoir s'imposer. Ça, c'est très important et ça en fait partie. Mais il y a aussi cette volonté de diriger. C'est-à-dire que quand on est arbitre, on dirige une rencontre. On dirige, c'est pas pour donner des ordres, non, on dirige pour que ça se passe bien. Et en fait, quand on a ce sifflet, ben, en fait, on se rend compte qu'on est responsable de la bonne direction de la rencontre. Et je pense que très jeune, on le comprend. Parce que, en fait, si ça se passe pas bien, bah, ça se retourne, ça commence à râler, etc. Et donc, en fait, on se rend compte de notre responsabilité par rapport à ça. Et donc, en fait, très jeune, donc, ouais, à 15 ans, effectivement, je me retrouve sur les terrains et je me retrouve avec cette responsabilité, bah, de mener à bien, les rencontres, quoi. Donc, c'est pour moi cette pratique de l'arbitrage. Alors, il y avait ce côté-là, mais faut être pour être tout à fait honnête, hein, parce que si je participe au podcast, c'est que j'ai décidé d'être transparent. Euh, euh, Ça faisait quand même pas mal d'argent de poche. J'avais 15 ans, Faut le arbitrer dire. 1 ou 2 matchs par week-end, ça me permettait d'avoir l'argent pour sortir avec les potes, pour aller au ciné, pour aller au McDo, pour aller, peu importe, faire ce que j'avais envie de faire à l'époque, pour acheter des cadeaux. Enfin, bref, c'était vraiment pour ça au début que ça Mhm. m'intéressait. En fait, c'est ce qui m'a permis de m'accrocher finalement dans la pratique. C'est-à-dire que je suis devenu arbitre, j'arbitrais des matchs, j'avais de l'argent de poche et en plus après, je me faisais mon match avec donc en tant que joueur. Bah, c'était génial quoi. J'étais tout le temps dans le basket, dans les gymnases, je recroisais les gens que je connaissais. Enfin, moi c'était top quoi. Je me faisais mon argent de poche en évoluant dans le milieu que j'aime, quoi, qui était le milieu du basket. Et donc, du coup, c'est ce qui m'a permis de m'accrocher dans cette pratique. Juste, j'aimerais revenir sur ce que tu disais par rapport au fait Vas-y, vas-y. d'arbitrer des adultes. C'est intéressant parce que je pense que pour beaucoup de jeunes arbitres, ça peut être un moment assez décisif dans leur décision de continuer ou non la pratique de l'arbitrage. Euh, euh, Mhm. Parce qu'en fait, on est placé dans une situation qui n'est pas forcément facile.
Moi, je sais, j'ai commencé à 15 ans, j'ai arbitré des gars de 20 ans, 25 ans, peut-être 30 ans, qui, quand ils n'étaient pas contents de ce que je faisais, pouvaient l'exprimer de manière plus ou moins virulente, comme ça peut se produire sur le terrain aujourd'hui. Enfin, je veux dire, enfin, c'est quelque chose d'assez commun. Mais quand on a 15 ans, ça peut être quelque chose de difficile. Moi, je me rappelle très, très bien. Je me rappelle encore aujourd'hui, hein, c'est-à-dire, j'étais dans ma deuxième ou troisième année d'arbitrage. Je devais avoir 16 ou 17 ans. Et je me rappelle très bien un match où un joueur m'a menacé de mort sur le terrain en m'insultant, en criant, en étant retenu par ses coéquipiers. C'est des moments qui peuvent être durs, en fait, à vivre. Bien sûr. Et en fait, c'est pour ça qu'il faut du caractère pour s'accrocher à l'arbitrage. Parce qu'en fait, c'est pas si facile. Et notamment au début. Parce qu'au début, on est sur des niveaux qui sont plus bas. Donc, c'est pas un basket qui est super facile à arbitrer, où il y a beaucoup de déchets, etc. Et puis, on n'est pas des bons arbitres. Enfin, en tout cas, on connaît pas encore vraiment l'arbitrage. Et donc, du coup, on se trompe beaucoup, en tout cas beaucoup plus, et ça peut générer, en fait, ce genre de tension. Et donc après, il faut gérer tout ça. Et c'est pas toujours facile. Donc vraiment, enfin, c'est ça, il faut vraiment se rendre compte de cette difficulté que peuvent avoir les jeunes quand ils sont placés dans ces situations-là. C'est très formateur, mais en même temps, ça peut aussi en décourager certains de continuer dans cette belle pratique. Et c'est tellement dommage finalement. Bien sûr. Et chez toi, qu'est-ce qui est le moment déclencheur qui fait que, tu passes de l'étape d'arbitre, on va dire comme on en connaît, tous, niveau région où on arbitre le week-end pour faire un petit complément et on continue à jouer, à, cette volonté d'aller plus loin vraiment, d'arriver jusqu'à cet exemple que tu nous as donné sur le tournoi international de Cholet. On n'y arrive pas par hasard. Donc, c'est quoi le moment déclencheur? Est-ce que tu te souviens s'il y a un ou deux moments déclencheurs qui font que tu te dis, tiens, allez, je vais aller plus loin que simple arbitre? Je le mets entre guillemets parce que déjà, arbitre tout court, ça marche et c'est très très bien. Exactement, et je pense qu'il faut vraiment leur envoyer beaucoup de respect à tous ces Mhm. arbitres qui, justement, tous les week-ends se déplacent, vont arbitrer des matchs, Ouais, sont pas forcément payés beaucoup. En tout cas, quand j'avais 15 ans, l'argent de poche, c'était cool, mais quand on continue dans la pratique, on a 20, 30 ans, c'est pas, enfin, je veux dire, c'est pas un salaire qu'on touche, quoi. Donc, il y a vraiment beaucoup d'engagement et de passion derrière cette pratique, et je pense qu'il faut vraiment faire honneur à toute cette population d'arbitres et d'officiels qui, tous les week-ends, contribuent à ce que le basket se déroule dans les meilleures conditions, en fait, sur les terrains. Ça, c'est très important parce que l'arbitrage de haut niveau, c'est 1% de l'arbitrage, hein. C'est rien du tout. c'est vrai, tu as raison. Faut quand même le noter. Mais c'est vrai qu'il y a quand même des tournants, en fait, pour qu'on se lance, en fait, dans cette volonté de développer une carrière d'arbitre. Pour ma part, ça a été finalement deux moments. Le premier, ça a été un peu un coup de frein dans ma carrière de joueur quand je suis passé en fait senior dans mon club. Donc quand j'ai eu 18 ans finalement, j'ai pas été intégré tout de suite à l'équipe première de mon club qui évoluait en National 3 à l'époque. Mhm. Et en fait, non, d'ailleurs, pas du tout. Non, je dis n'importe quoi. C'était pas du tout la Nationale 3. Mon club évoluait en championnat régional, deuxième division D'accord. régionale. Et en fait, je n'ai pas été intégré à cette équipe. Et du coup, je jouais avec l'équipe réserve qui était en championnat départemental. Et en fait, ça a été un premier coup d'arrêt. Et en fait, c'est ce qui a fait que j'ai pu, d'une certaine manière, me concentrer sur l'arbitrage. Puisque, en fait, Ouais. du côté de l'arbitrage, on me proposait de commencer à faire des stages pour passer arbitre région, pour évoluer dans ma pratique, etc., en me disant que c'était bien. Bah, du coup, j'ai joué le jeu et puis j'ai commencé à gravir les échelons. Et donc, en parallèle de ce petit coup de frein en tant que joueur, bah, j'ai commencé à être arbitre région et puis ensuite être un jeune potentiel dans ma région pour monter sur le championnat de France. Et donc, j'ai petit à petit développé ce goût pour l'arbitrage et pour la carrière d'arbitre, finalement. Donc ça s'est un petit peu goupillé comme ça. Et puis, Ok. au final, mon club est monté en National 3. Et à l'époque, il y avait la règle des joueurs de moins de 21 ans. Je ne sais pas si c'est encore le cas aujourd'hui, mais il fallait deux Ouais, je joueurs connais. de moins de 21 ans Ouais. dans l'équipe, mais il manquait. Et moi, j'avais moins de 21 ans. Du coup, j'ai été intégré à l'équipe. Ce qui fait que ma carrière de joueur, entre guillemets, a repris un petit coup d'élan et j'ai pu évoluer en championnat de National 3. Et donc finalement,
ça s'est passé exactement au même moment où je suis passé en tant qu'arbitre de National 3. Donc, j'ai été en parallèle joueur et arbitre en championnat de France dans le même niveau, la même division, en fait. J'arbitrais comme je pouvais, je jouais au maximum. Moi, j'étais vraiment sur le jeu. À cette époque-là, je m'entraînais tous les jours. Je jouais avec l'équipe réserve, avec l'équipe première. Enfin, voilà, j'étais vraiment au taquet sur le jeu. Et puis, bah, du coup, le deuxième tournant, eh ben, ça a été un moment où bah, on m'a proposé d'aller arbitrer en N2 et que, Ouais. en gros, on m'a fait comprendre, bah, si tu as envie de jouer quelque chose dans ta carrière d'arbitre, il va falloir être un petit peu plus disponible et être un peu plus concentré sur tes objectifs en tant qu'arbitre. Et ça a été un deuxième tournant. Ce qui fait que le jeu est passé en second plan. Parce que je savais quand dans le jeu, j'allais pas, enfin, allez, si je me donnais à fond, peut-être, et encore, vraiment, avec grand guillemets, j'allais peut-être évoluer en National 2 un jour. Mais jamais de la vie, j'aurais pu vivre ou être basketteur professionnel, vivre de ma passion ou être basketteur professionnel. Et l'arbitrage, en fait, m'ouvrait des portes que le jeu ne pouvait pas m'ouvrir, en fait. L'arbitrage m'ouvrait des portes en me disant, bah, peut-être que un jour, tu pourras être sur les terrains, les meilleurs terrains du basket français, quoi. Et ça, D'accord. c'était un objectif que j'avais depuis tout petit. Et du coup, je me suis dit, bon, bah, si c'est pas en tant que joueur, bah, pourquoi pas en tant qu'arbitre, quoi. Et j'ai commencé à me poser cette question à ce moment-là. Et donc, ça a été le vrai, pour le coup, le vrai tournant en me disant, OK, bah, maintenant, ta carrière dans le basket numéro un, c'est, euh, c'est l'arbitrage. Et puis, si tu peux jouer, tu joues. Mais c'est pas grave si tu joues pas. Et voilà. Et voilà comment ça a comment ça a tourné au final et que j'ai pu ensuite me concentrer sur mon arbitrage et après moult de péripéties, arriver sur cette fameuse finale et passer les portes du haut niveau. OK, et peut-être ce qu'il faut expliquer, et puis après tu nous expliqueras, bah, ce que c'est que la vie d'un arbitre de haut niveau, mais peut-être à expliquer pour les gens qui ne savent pas que, tout au long de ce parcours et cette, échelle qu'on gravit, on est, évalué, on est supervisé, on a des stages de préparation, des mises à jour du jeu et des règles du jeu et ainsi de suite. Enfin, il y a quand même un côté, même si on n'est pas professionnel encore en régional, en national et autres, il y a quand même un côté rigueur et un côté bah, un peu comme en entreprise, quoi. Il y a de l'évaluation, il y a des objectifs qui sont fixés et ainsi de suite. Exactement, oui. Alors ça, effectivement, dans l'évolution, et du plus bas niveau jusqu'au plus haut niveau, hein. C'est-à-dire que c'est ça, pour le coup, Mhm, c'est bien sûr avec des niveaux d'exigence différents, ce qui est mhm. logique, mais on est évalué depuis le début. Donc, il y a un observateur qui vient nous observer, qui vient nous noter et surtout nous donner des pistes pour progresser. On réalise aussi des stages de formation avec des arbitres de plus haut niveau qui vont nous regarder, qui vont nous donner finalement des tips pour progresser, en fait, pour nous dire, bah, il faut que tu progresses là-dessus, il faut que tu fasses attention à ci, à ça, pour devenir un meilleur arbitre. Et donc ça, c'est tout au long de sa formation. Et en fait, plus on passe les échelons et plus ces formations sont exigeantes, gagnent en précision, voilà, jusqu'à devenir arbitre de haut niveau. Mais effectivement, on a tout, tout, tout un tas d'échelons en fait de formation et d'observation tout au long de notre carrière. Ouais, Ce qui peut faire d'ailleurs évoluer ou non des carrières, hein, parce que il y a des bien sûr. arbitres qui malheureusement ne passent pas des niveaux parce que ils n'ont pas les notes en observation qu'il faut pour pouvoir passer et donc restent dans un niveau championnat de France, ce qui est d'ailleurs très bien aussi, hein. Enfin, le basket de championnat de France, c'est déjà c'est déjà super. Mais pour quelques privilégiés et qui ont beaucoup bossé, qui répondent aux attentes qui ont été fixées, qui, voilà, et ben, ils arrivent à passer cette porte du haut niveau. Mais encore une fois, je le répète, mais je crois que là, dans les trois divisions du haut niveau, donc, bon, hein, quatre, on a pu en la Ligue féminine, mais c'est le même groupe, Pro A, Pro B, NM1, donc Betclic Elite, Pro B, NM1, on est à peu près, je dirais, une centaine, peut-être un peu plus. Donc là, on parle d'une centaine d'arbitres sur toute la France. Voilà. Donc Ouais. c'est vraiment toute petite partie qui arrive à passer ce cap. Et voilà. Il y en a qui malheureusement ne seront jamais passés, n'auront pas eu cette chance, mais c'est malheureusement le jeu de la sélection en fait au fil des années qui se fait quoi.
Bien sûr. Donc, tu as répondu à une de mes questions qui était le fait de bien mettre en avant, parce que j'ai la chance de connaître, mais ce n'est pas le cas pour tout le monde. Donc, bien le fait que tu arbitres au plus haut niveau, ensuite donc Pro A, Pro B et National 1 masculine, et puis aussi les filles, hein, c'est ça ce que tu viens de dire? Alors, moi, je n'arbitre pas en Betclic Elite. Cette saison, j'arbitre en D'accord, National 1. J'ai d'accord. arbitré quelques années aussi en Pro B et j'ai fait de la Ligue Mhm. féminine. Je n'ai encore jamais arbitré en Betclic ou en Pro A, si D'accord. on peut dire ça comme ça. Mais parce qu'en Oui, fait, voilà, c'est pour les dans anciens. les arbitres de haut niveau, on est séparés en groupes, en trois groupes. Mhm. Et donc, il y a le groupe 1 qui officie en Betclic Elite, le groupe 2 en Pro B et le groupe 3 en National 1. Ok. Et est-ce que tu peux, et ensuite on basculera sur ce que l'arbitrage apporte et peut amener à l'entreprise et ce qui pourrait inciter certains parents à dire, tiens, si mon fils il a envie de faire de l'arbitrage, ça peut lui apporter certains éléments. Mais est-ce que tu peux nous donner un petit peu ce que ça représente au niveau du quotidien, ne serait-ce que par rapport aux déplacements ou jusqu'où tu te déplaces? Ce que ça te rapporte aussi, si tu veux bien en parler, parce que c'est important d'expliquer un petit peu, comme on l'a dit, que sans les arbitres, il n'y a pas de basket, mais aussi de dire que tu peux pas en vivre et donc il faut que tu aies une activité à côté. Ouais, exactement. C'est pas une activité, enfin, c'est pas une activité professionnelle. J'aime pas trop ce terme-là parce que si on est des professionnels dans notre activité, mais c'est-à-dire que c'est pas une activité que l'on fait, c'est pas notre seule activité. Sinon, enfin, il y a que quelques arbitres qui peuvent aujourd'hui vivre de leur pratique et encore, c'est pas toujours idéal, mais c'est des arbitres qui officient au plus haut niveau européen. Ce genre de choses, ou international, parce que ils arbitrent beaucoup de matchs et que du coup, ils peuvent avoir des revenus plus importants. Mais sinon, la plupart des arbitres ne vivent pas directement de l'activité d'arbitre. Tous les arbitres de haut niveau ont une activité professionnelle à côté. Toi, ça se goupille comment, justement? Alors, comment ça se goupille? Moi, j'ai un emploi du temps assez chargé puisque je suis chef d'entreprise. Après, j'ai aussi Mhm. cet avantage en tant que chef d'entreprise de ne pas avoir à poser de jours ou de congés auprès de mon supérieur Oui. hiérarchique pour aller arbitrer, ce qui peut être le cas de certains collègues. Mais Mhm. voilà, les matchs de N1, en gros, c'est soit le mardi, soit le vendredi. Ok. Ça veut dire que le jour de match, j'ai une demi-journée, voire une journée de posée en fonction de là où je dois me déplacer. Je peux me déplacer dans la division actuellement à Rueil-Malmaison, par exemple. Donc, moi, en étant parisien, Rueil-Malmaison, c'est à 1 heure de chez moi. Là, j'ai Mhm. pas besoin de poser. Enfin, j'ai pas. Je peux travailler, me prendre un temps pour me préparer et puis ensuite aller arbitrer. Mais par exemple, mardi prochain, je vais arbitrer à Mulhouse. Et à Mulhouse, là, c'est un peu différent. Je pars Forcément. le matin en train, je suis à l'hôtel, je me prépare pour ma rencontre, etc. Donc, c'est pas exactement la même chose. Dans la division, il y a aussi Hyères-Toulon. Alors, moi, j'y suis pas allé cette saison, mais j'ai un collègue parisien qui est allé arbitrer à Hyères-Toulon récemment. Voilà, on imagine le déplacement jusqu'à Toulon de Paris. C'est pas quelque chose qui se fait le soir en sortant du travail, quoi. Bien sûr. Voilà, c'est le jour du match, en tout cas, on va dire qu'il est quasiment banalisé dans la plupart des cas pour la rencontre. Mais ça, c'est uniquement le jour du match. Après, le lendemain, souvent, on reprend le travail, donc on essaye de repartir avec les premiers trains ou les premiers moyens de transport pour être le plus tôt possible au travail le lendemain. Bien sûr. Mais ça, c'est vraiment le temps du match. Après, il y a tout ce qu'il y a autour. Parce que arbitrer, en fait, c'est pas que être présent le jour du match et de faire son travail. C'est le travail en amont du match, de préparation. Alors, on peut parler de préparation logistique avec toute la préparation du déplacement, puisque forcément, la réservation des hôtels, des trains, etc. Enfin voilà, donc ça prend. Il y a un côté un peu administratif en fait derrière tout ça Mhm. à gérer. Et puis, bien sûr, la préparation de la rencontre d'un point de vue technique, revoir les matchs des équipes, les matchs précédents des équipes qu'on va aller arbitrer, préparer son plan, sa stratégie par rapport à la rencontre. Enfin, voilà, finalement, se renseigner sur le championnat et les acteurs en présence. Ça, c'est quelque chose qu'on fait tout au long de l'année, mais qui rentre dans le cadre du travail de préparation des rencontres. Et puis, il y a tout le travail en aval de la rencontre, c'est-à-dire ensuite, c'est-à-dire qu'une fois qu'on a arbitré, on doit visionner la rencontre et faire un débriefing, un rapport finalement sur la rencontre qu'on a arbitrée, sur
sur les situations qu'on a plus ou moins bien arbitrées. La plupart du temps, c'est plutôt un relevé des erreurs qu'on a commises qu'autre chose, ou alors un relevé des situations qui méritent qu'on y jette un œil et qu'on échange dessus avec le collègue, puisqu'en National 1, on arbitre à deux. Donc, en fait, on échange. En fait, ça nous permet de débriefer, en fait, sur les situations de notre rencontre et d'échanger sur ce qui a été bien fait, un peu moins bien fait. Alors, ce débriefing, on le fait à chaud entre nous dans le vestiaire, mais là, ça se fait avec la vidéo, donc ça nous permet d'avoir un support finalement. Voilà. Et ça, c'est un travail qu'on fait volontiers pour progresser et qui est nécessaire pour progresser, mais qui fait aussi partie de nos attributions en tant qu'arbitre de haut niveau, puisque on attend ce travail de débriefing, notre hiérarchie attend ce travail de débriefing et on est sanctionné si on ne le réalise pas. Donc ça fait partie intégrante de notre activité. Et donc ça se fait après la rencontre. Voilà. Et puis après, si on rajoute à tout ça tout ce qu'on doit faire physiquement pour se maintenir en forme, le travail du règlement pour toujours être au point sur les règles, parce que voilà, c'est nous les garants du règlement du basket sur le terrain, donc il faut qu'on les maîtrise. Et pour maîtriser les règles, ben, c'est pas je l'ai appris une fois et puis je le retiens pendant 20 ans. Déjà, les règles du basket évoluent beaucoup et surtout, on a toujours besoin de se rappeler ces règles et ces interprétations qui sont assez nombreuses. C'est un sport qui est très exigeant en termes de règles. Et du coup, on a toujours besoin de se tenir voilà, au taquet par rapport à ça. Donc ça, c'est tout un travail finalement, c'est presque un travail quotidien. Enfin, moi, j'échange quotidiennement avec des collègues sur des situations vidéo, sur des cas réglementaires. Voilà, c'est vraiment l'arbitrage fait partie de ma vie quotidienne. Ok. Et donc Voilà. financièrement, sur une rencontre, tu gagnes à peu près combien? Comme ça permettra de donner une idée aux gens et de se dire que c'est assez rare qu'on fasse l'arbitrage juste pour l'argent. Parce que quand tu viens de nous raconter tout ce qu'il y avait à faire, il y a beaucoup de contraintes et on reprendra un élément autour des compétences qui est important à resignaler aussi. Ouais, exact. Bah, écoute, alors c'est difficile en N1 parce qu'en fait, on est encore au régime de l'indemnité kilométrique. C'est-à-dire qu'en fait, on a un match, je crois, là. Quand c'est en semaine, on a un petit peu plus parce qu'il y a une prime de repas ou de logement, je sais pas quoi. Mais en gros, on est autour des 200 euros la rencontre de base. Et après, tu rajoutes à ça un barème kilométrique, c'est-à-dire qu'en fonction de l'éloignement de ton domicile, tu touches alors c'est 0,38 centimes donc, c'est 38 centimes du kilomètre Ouais, et quand on sait aujourd'hui, aller-retour. ne serait-ce que ce que coûte l'essence, ce que Euh, coûte le train, ce que coûte les... Voilà, c'est pas des sommes... on va dire qu'on voilà. va rester sur les 200 euros sur le match parce que le reste, ça vient compléter. Et comme tu l'as dit, ton match, c'est peut-être le mardi soir, mais tu as déjà peut-être toute la journée du mardi avant qui est morte, le lendemain peut-être aussi, le débriefing, et ça va permettre justement de glisser vers les compétences. Et moi, je trouve, et ça, c'est un message qu'il faut redonner, c'est que un des éléments qui est pas évident, c'est que vous faites une activité, enfin les arbitres font une activité qui déjà est soumise à beaucoup de pression et de stress et de prise de décision, et derrière, il faut accepter de se re-regarder. Ça veut dire que on sait qu'on a peut-être pendant le match pas eu le bon coup de sifflet à un moment, etc. On le sait quand on est arbitre, hein, il y a des fois, on s'en rend compte pendant le match. Et en plus, il faut accepter de se re-regarder et de faire un débriefing. Et ça, c'est pas évident parce que moi, pour animer des formations management, par exemple, quand on dit aux gens on va filmer et puis on va se revoir, il y a déjà la moitié de la salle qui est déjà assise en se disant mon Dieu, non, j'ai pas envie, etc. Donc, il y a cette compétence encore en plus d'accepter de s'auto-évaluer, de s'observer, d'accepter la remarque, de reconnaître et d'apprendre ses erreurs. Enfin, c'est ce que tu disais dans l'article management, mais je vais te laisser peut-être expliquer un petit peu tout ce que tout ce que l'arbitrage peut apporter en compétences, en soft skills, comme on les appelle aujourd'hui, les compétences douces, hein, parce que ça en apporte énormément pour l'entreprise. Et si demain, je passe un petit message avant de te laisser la parole, vous êtes recruteur et que vous voyez en bas du CV dans les divers qu'il y a arbitre, posez des questions à la personne.
parce que vraiment, vous allez vous rendre compte que vous allez gagner du temps sur l'entretien, parce que la personne va vous donner plein d'éléments qui vont vous permettre de voir à quel point cette personne a développé des compétences dans ce domaine-là. Donc je te laisse la parole pour expliquer un petit peu ce que tu disais dans l'article management sur les compétences qu'apporte l'arbitrage, ce que ça demande notamment en termes de compétences. Ouais, bah, et puis bah, merci aussi de le souligner et puis de m'avoir contacté hein, suite à cet article parce que moi je trouve que c'est un peu aussi un cheval de bataille que j'ai moi autour de l'arbitrage, c'est que l'arbitrage c'est pas que arbitrer du sport en fait, c'est toutes ces compétences humaines qu'on développe et ces compétences humaines qu'on peut aussi appliquer dans d'autres domaines. Et il y a effectivement Mhm. dans le monde professionnel, mais aussi dans notre vie de tous les jours et dans notre manière de communiquer en fait avec les gens qui nous entourent, avec nos proches. La gestion des conflits avec des joueurs ou des entraîneurs, on peut la transposer dans la gestion des conflits au travail ou dans la gestion des conflits dans sa famille, hein, dans son couple et avec ses enfants. C'est clairement les clés qu'on développe pour déverrouiller des situations un peu problématiques sont clairement applicables dans tous les domaines de la vie et nous font grandir d'ailleurs dans tous les domaines de la vie. De la même manière qu'on grandit dans notre arbitrage en grandissant dans notre vie extérieure. Et ça, c'est les allers-retours entre les deux. Je trouve ça intéressant que tu rebondis sur le côté accepter de se regarder, etc. Parce que je crois, dans l'article management, j'avais beaucoup parlé Effectivement. de la question de la prise de décision, de la capacité d'assumer ses décisions, de gérer ses erreurs, etc. Ce qui est quelque chose qu'il faut faire dans le monde du travail, notamment, et en tant que manager. Et donc, du coup, d'être fort sur ses positions pour prendre des décisions et accepter, en fait, d'avoir à gérer les problèmes derrière. Euh, mais pour en arriver en fait à une capacité de prise de décision optimale, efficace, euh, presque indiscutable et surtout adaptée aux situations qu'on rencontre dans le monde professionnel, il y a énormément de travail. Il y a énormément de travail et ce travail passe par la remise en question. Et c'est pour ça que le fait d'accepter de se regarder, en fait, c'est aussi d'accepter, en fait, ses erreurs et d'accepter que ce qu'on a fait, c'était pas forcément ce qu'il y avait de mieux à ce moment-là. Et je vais même encore plus loin. Il y a même parfois, quand on travaille notre vidéo, on voit des situations qui, sur le moment, ont été bien gérées et très bien acceptées, mais que quand on les revoit, eh ben, en fait, on se dit, non, c'était pas, j'aurais pu faire autrement et ça aurait pu être encore mieux. Et j'aurais pu en sortir encore plus grandi de cette situation. Et donc, en fait, on retrouvera chez la plupart des arbitres de haut niveau cette volonté de performer et cette capacité à remettre en question ce qui a été fait sur le terrain. En tout cas, les arbitres qui progressent, c'est ceux qui sont capables de se remettre en question à chaque fois. Pas au moment de prendre la décision, mais a posteriori en tirant le bilan de cette prise de décision. Voilà. Et concrètement, si on fait le parallèle avec le monde professionnel, c'est exactement la même chose. En tant que chef d'entreprise, je prends des décisions avec l'expérience que j'ai, avec la connaissance que j'ai et avec les éléments dont je dispose au moment T. Je prends cette décision, je l'assume, je gère les réactions qu'il peut y avoir derrière. Et a posteriori, j'ai un temps d'analyse de cette prise de décision et de ce qui s'est produit pour ensuite en tirer des conclusions. Est-ce que la décision était bonne? Est-ce qu'elle aurait pu être communiquée d'une manière différente? Est-ce que la gestion qui a été faite des réactions suite à cette prise de décision a été faite correctement? Est-ce que j'aurais pu faire différemment? Comment je peux m'améliorer? Et en fait, ce travail-là, eh ben, on le fait nous dans l'arbitrage en fait tout le temps, au quotidien. Et on peut même le faire collectivement, puisque, comme je disais, en fait, tous les jours, j'échange moi avec des collègues, des situations vidéo, des choses comme ça, et on se donne des conseils et on s'apporte des regards un peu extérieurs. Et ben, dans le monde du travail, c'est ce qu'on pourrait appeler, par exemple, de la demande de feedback. Et moi, dans le monde de travail, avec mon associé, on travaille beaucoup là-dessus. Qu'est-ce que tu as pensé de mon intervention là-dessus? Là, je me suis pas super bien senti. Qu'est-ce que tu en penses? Qu'est-ce que j'aurais pu mieux faire? Comment on va aborder telle situation? Et en fait, ça devient un travail d'équipe ensuite. C'est-à-dire qu'il n'y a pas que le travail individuel de remise en question, il y a aussi cette capacité à s'ouvrir à la critique des autres et à la capacité de prendre de cette critique pour progresser, pour grandir et pour être plus performant en fait demain.
Et donc, on avance là dans le podcast et on va essayer de pas trop s'étaler pour que les gens écoutent jusqu'au bout, puisque c'est le but, hein. Mais ce que tu disais dans l'article, et c'est intéressant de le redire, mais tu dis dans cet article qu'on effectue plusieurs centaines de choix par rencontre. Et donc, l'idée, c'est que logiquement, plus de 10 erreurs, ça commence à être une mauvaise rencontre. Et donc, ça veut dire que plus d'une centaine, on est à 100 décisions, tu n'as que 10% de marge d'erreur, entre guillemets, à peu près, hein. Donc c'est loin d'être évident. Et en plus, il y a des moments où il faut en fait, il faut décider, mais il faut ne pas siffler. Et les gens ne le voient pas, ça. Au moment où l'arbitre ne siffle pas, ils se disent il aurait dû siffler, il aurait pas dû siffler, mais le fait de ne même rien ne pas siffler, ne pas agir, c'est une décision. Donc tout le long d'un match, on est en train de décider. Quand il y a un temps mort, on est en train de débriefer avec l'autre arbitre, et ainsi de suite. Enfin bref, c'est une activité qui, au niveau cérébral, demande beaucoup de concentration. Et tu as raison de faire le lien avec le monde de l'entreprise, où dans cet article, tu parles un peu d'être dans le moment présent. Moi, c'est une chose que je recommande au maximum aux managers que j'accompagne, c'est d'être dans l'écoute active. Et être dans l'écoute active, ça veut dire être dans le moment présent, c'est-à-dire ne pas avoir son téléphone qui trouble la pensée. Quand on est en train d'arbitrer, si on pense à la liste de courses du lendemain, on va louper une action, hein. Ça va tellement vite, c'est tellement intense que c'est pas possible. Avant de terminer et de conclure, moi je voudrais juste peut-être faire un petit focus de quelques minutes sur ton entreprise, puisque si je me trompe pas, et tu me dis si je me trompe, mais tu es sorti de tes études et tu as créé ton entreprise. Peut-être nous dire un petit peu, te faire une petite pub, hein. Qu'est-ce que fait ton entreprise, et en quelques mots, comment on peut faire appel à toi s'il y a des gens qui nous écoutent et se disent tiens, cet arbitre, il m'intéresse, il prend beaucoup de décisions et j'aimerais m'intéresser à ce que fait son entreprise. Si mon nombre de décisions prises joue pour moi dans ma démarche commerciale, c'est génial. Alors, effectivement, j'ai monté ma société à la sortie de mes études avec mon associé. Je suis sociologue de formation, et nous avons monté notre agence d'études en sociologie appliquée pour parler plus concrètement. Nous réalisons des enquêtes de terrain qui sont basées sur les méthodes d'enquête en sciences sociales, donc tout ce qui est méthode d'entretien, méthode de questionnaire, méthode d'observation. Et en fait, ces enquêtes de terrain, elles sont appliquées à des problématiques de nos clients. Donc en fait, on va essayer de développer le dispositif d'enquête adapté à la question que se pose notre client. Notre client, ça peut être une collectivité territoriale, un ministère, une association, un observatoire, une entreprise. Et en fonction de sa problématique, est-ce que c'est j'aimerais en savoir plus sur telle pratique, j'aimerais en savoir plus sur le territoire que je gère ou sur une population en particulier, j'aimerais évaluer l'impact d'un dispositif que j'ai mis en place dans le cadre de mon département, de ma commune, de mon entreprise. Eh bien, nous, en fait, on va mettre en place les méthodes d'enquête qui vont permettre d'aller capter les informations nécessaires auprès des acteurs qui vont apporter les bonnes infos, quoi. Et ensuite, on va analyser toutes ces données. Donc, ça peut être des données statistiques ou chiffrées, et ça peut être des données qui sont autour d'entretien, donc plutôt du discours, du retour d'expérience, du témoignage. Des données d'observation aussi. On va observer des situations et en faire des comptes rendus. Et en fait, on va traiter toutes ces données et en tirer une analyse, puis des pistes de préconisation, des pistes de réflexion pour orienter au mieux l'action et la prise de décision de nos clients. Okay. En fonction, encore une fois, de leur profil. Est-ce que derrière, ils doivent mettre en place une politique publique, ou est-ce qu'ils doivent mieux communiquer auprès de leurs agents ou de leurs clients? Voilà, ça peut vraiment c'est assez large en fait comment on peut dire, spectre d'intervention, on va dire. le spectre d'intervention, exactement, Okay. c'est le terme. Écoute, on arrive vers la fin, et pour revenir sur tout ce dont on a parlé autour de l'arbitrage, là on enregistre, on est au mois d'avril, normalement il va être diffusé dans les alentours du mois de mai, on cache rien. C'est quoi l'avenir pour toi? Est-ce qu'il y a des finales à arbitrer? Et puis pour terminer, je te laisserai peut-être, si tu as un message toi, que tu veux passer aux gens qui vont écouter, qui peut-être sont des observateurs, peut-être
peut-être sont des parents autour du terrain, peut-être qui des fois ne comprennent pas certaines décisions. Voilà, ça peut être aussi ton message de fin. Mais avant ça, est-ce que tu as des échéances particulières sur la saison ou alors la saison elle se termine et puis tu reprendras la saison suivante, il n'y a pas de finale particulière à arbitrer? Bah écoute, en termes d'échéance arbitre, là on arrive à la fin de la deuxième phase du championnat de N1 et en fait ce qui suit derrière c'est les playoffs. Donc on n'a pas encore la liste des arbitres qui vont faire les playoffs, mais j'espère en faire partie. Et si c'est le cas, d'aller le plus loin possible pour arbitrer ces matchs sous tension, qui sont des matchs à élimination. Alors pas à élimination directe, c'est des matchs en aller-retour belles, mais bon en tout cas qui sont des séries très palpitantes à suivre. Et donc voilà. Donc j'espère pouvoir en faire partie. Donc ça c'est au niveau arbitrage. Au niveau boulot, on est en train de déployer actuellement une étude sur les violences dans le sport. Ah, très Et bien. donc je fais le lien parce que entre autres, parmi d'autres projets, on a ce sujet-là qu'on est en train de développer dans le cadre de notre agence. Et donc actuellement on est en train de construire toute une étude sur les violences vécues, enfin subies plutôt par les personnes qui ont fait du sport, et notamment dans leur enfance, parce que c'est un sujet qui est malheureusement encore trop peu abordé Oui. et sur lequel on n'a pas beaucoup de données. C'est-à-dire qu'on peut en parler de temps en temps, mais au final, on a peu de données sur lesquelles reposer notre réflexion. Et donc nous, en tant que professionnels de la donnée, bah, on a envie de créer, en fait, de construire des données dont on ne dispose pas aujourd'hui et qui permettraient d'éclairer un petit peu les discussions et le débat sur le sujet. Donc voilà, en gros, mes échéances d'un point de vue arbitre et puis d'un point de vue professionnel. Ok. Et si tu avais un message à passer aux gens qui écoutent ce podcast et qui sont des observateurs du basket, sont des acteurs du basket, mais peut-être qu'ils n'y connaissent pas grand-chose à l'arbitrage, si tu avais un message à leur passer, ce serait? Eh bien, moi, le message que j'aurais à passer, c'est par rapport à l'arbitrage dans son ensemble, pas seulement du basket. C'est un petit peu ce que je disais tout à l'heure, mais euh, à tous les arbitres et à tous les juges, félicitations pour tout ce que vous faites pour votre sport au quotidien et chaque semaine sur les terrains. Et j'ai beaucoup de respect pour toutes ces personnes qui font preuve d'un engagement exceptionnel pour le bon déroulement de leur sport finalement. Si jamais euh, vous me croisez, vous me reconnaissez ou quoi que ce soit sur un match de basket sur lequel vous vous rendez, ben, n'hésitez pas à venir me faire un petit coucou. J'aurais beaucoup de plaisir à échanger avec vous et à vous amener plein de positifs pour la poursuite de votre pratique. Merci beaucoup. Vraiment, Tristan, je peux que te remercier d'avoir accepté mon invitation. Tu as été la bonne personne au bon moment puisque j'avais contacté quelques arbitres de basket parce que étant dans ce milieu-là, je connais un peu plus et bon, ça s'est pas fait pour différents. Et au moment où j'ai vu cet article, j'ai fait, mon Dieu, quelqu'un qui fait le lien entre l'entreprise et le sport. J'espère que, et bah, tu m'as répondu tout de suite sur LinkedIn. Donc vraiment, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation et d'avoir permis d'échanger. Je pense qu'entre deux passionnés, on aurait pu faire, je pense, encore 2 ou 3 heures de podcast pour raconter les souvenirs de vieux briscards ou autres. Mais bon, voilà. L'idée, c'est que ça soit entendable par les uns et par les autres. Donc vraiment, je te remercie. Et puis, j'ai envie de te dire bon play-off parce que j'espère vraiment pour toi que tu y seras parce que c'est ces matchs à intensité qu'on a envie d'arbitrer. Merci beaucoup, Frédéric, et c'était vraiment un réel plaisir de partager avec toi et j'espère que j'aurai encore l'occasion d'échanger à ce sujet puisque ça va continuer à m'animer pendant un certain temps. Bien sûr, c'est certain. Merci à toi. Merci, Frédéric. Et voilà, c'est le coup de sifflet final. Fin de l'épisode. J'espère que vous avez apprécié cet échange et pour en savoir plus, rendez-vous sur les notes du podcast. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à vous abonner et surtout à laisser un commentaire et une note sur Apple Podcast ou mettez 5 étoiles sur Spotify, ça aide à faire connaître le podcast. Vous aimez les podcasts ? Découvrez Allez Vas-y, notre podcast qui met en avant les personnes qui passent à l'action. Et n'oubliez pas, allez jeter un œil sur notre nouveau projet, Votre Histoire est un cadeau, sur Instagram ou Facebook. Je vous donne rendez-vous vendredi matin pour un prochain épisode de Tout un sport et à très vite sur nos réseaux sociaux.